Eh bien, nous voici de retour pour l'avant-dernière séquence consacrée à cette spectroscopie de RMN, une séquence sans doute très importante, puisque nous allons discuter ici de ce que nous appelons le couplage spin-spin. En fait, si vous voulez, il s'agit tout simplement de constater que un proton va être couplé avec un proton voisin. Il y a une interaction entre le spin d'un proton et le spin des protons qui sont voisins. Nous parlons de couplage spin-spin. Et quel va être le résultat de ce couplage, de ces interactions, si vous voulez, spin-spin? Eh bien, ça va être ici l'éclatement du signal, a priori prévu, en un ensemble de signaux qu'on appelle dans ce cas-là un multiplet. Si l'éclatement a lieu sous la forme de 2 signaux, nous parlerons de doublets, 3 signaux triplets, 4 quadruplets, etc. Okay, voilà, donc cette interaction entre les spins nucléaires des protons voisins entraîne donc un couplage spin-spin, et ce couplage spin-spin entraîne un éclatement des signaux sous la forme d'un multiplet. Comment peut-on l'appréhender tout ceci? Eh bien, voici par exemple un proton. Celui-ci est équivalent. Donc ces deux-ci vont sortir sous la forme d'un signal. Mais il y a un couplage entre le spin de ce proton et le spin de chacun des 3 protons ici, qui sont symbolisés ici. Okay, ça, c'est le champ magnétique B0. Eh bien, soit vous allez avoir donc ici un petit champ supplémentaire avec donc cette situation-ci, les 3 petits champs donc créés par les 3 protons sont tous les 3 orientés dans le sens B0, et donc vous allez avoir ce proton qui va être soumis finalement à une interaction avec un champ magnétique un petit peu plus important. Il n'y a qu'une seule configuration possible avec cet alignement et dans ce sens-ci. Vous allez peut-être trouver 2 états de spin qui seront celui-ci et l'état de spin opposé, avec des champs donc, qui vont s'aligner pour 2 d'entre eux et dans le sens du champ initial, pour l'autre, eh bien dans l'autre sens. Globalement, ceci va donner finalement un champ nul et vous allez avoir un tout petit champ supplémentaire, donc ici un champ soumis qui sera toujours aussi un petit peu plus élevé que le champ initial. Ça, c'est la deuxième situation. Troisième situation, en fait c'est la même, sauf que ici, d'un point de vue probabiliste, en fait vous avez la probabilité que ce soit aussi ce proton-ci qui soit dans cet état de spin. La dernière ici. Mais 3 fois, vous voyez, si je reviens un tout petit peu en arrière, nous avions cette première situation, unique. Nous avons ce champ appliqué ici, que nous allons trouver 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et nous pouvons poursuivre en envisageant cette fois-ci 2 des protons dans cet état-ci. Alors vous comprenez que ça revient exactement à ce que nous venons de voir, avec une seule fois l'orientation dans ce sens-là. Et donc nous aurons aussi cette même possibilité une deuxième fois, une troisième fois. Et puis enfin, dernière, probablement, celle où les 3 états sont tous les 3 celui-ci. Vous allez avoir ici un champ magnétique auquel sera soumis ce proton qui va être considérablement donc diminué, donc autrement dit, un proton qui nous paraîtra blindé. Finalement, en termes d'intensité, voici le champ appliqué. Voici une possibilité, une autre possibilité, 3 possibilités et 3 possibilités. Au total, 8. Et nous allons avoir donc ces champs élevés, moins élevés, le champ réellement appliqué, le champ
ici un tout petit peu diminué, et celui-ci. Donc finalement, en termes d'intensité des signaux démultipliés, eh bien, vous voyez que nous n'avons pas un signal, mais finalement un éclatement en 1, 2, 3, 4 signaux. Avec ici ce qui correspondra à un signal, 3 signaux, 3 signaux, 1 signaux, et donc des intensités qui sont proportionnelles donc à cette multiplicité. Donc une intensité de 1 pour ce signal, un deuxième, un troisième, un quatrième, et vous voyez que ça correspond effectivement à, en nous déplaçant toujours de la gauche vers la droite, à quelque chose de déblindé, toujours déblindé, plutôt un peu blindé, davantage blindé. Je fais disparaître ceci, et donc voici l'allure du signal correspondant à ce proton. Donc finalement, nous nous rendons compte que ce proton, couplé avec 3 protons, eh bien, apparaîtra sous la forme d'un signal comportant 1, 2, 3, 4 raies, ok, 4 pics, pardon, et donc finalement, nous aurons avec 3 ici protons, un signal sous la forme d'un 1, 2, 3, 4 quadruplet. Voici donc le signal de ces deux protons verts. Nous pouvons maintenant faire exactement la même chose pour les 3 autres protons. Revenons un tout petit peu en arrière, ici, puisque nous allons avoir donc ces 3 protons qui vont être couplés avec ces 2 protons. Ces 3 protons, a priori, donnent un seul signal. Ce signal va être ici observé par ce couplage spin-spin sous la forme d'un signal comportant 1, 2, 3, puisque 2 plus 1, ici, 3 pics. Donc, ces protons bleus sont couplés avec 2 protons, 2 plus 1, leur signal sera un triplet. Examinons un peu ce qui se passe dans le cas de la molécule de propane. La molécule de propane possède 3 atomes d'hydrogène, 3 protons si vous voulez, et 3 ici qui sont complètement équivalents. Donc en fait, nous aurons 6 protons qui vont donner un seul signal. Un de ces protons est couplé avec les 2 protons situés ici. 2 plus 1, 3. Le signal de ces 6 protons couplé avec 2 sera donc un triplet. 2 plus 1. Examinons maintenant ceci. Ces 2 protons sont couplés avec 3 plus 3, 6 protons qui sont équivalents. Eh bien, le signal de ces 2 protons sera un signal qui sera un heptuplet. Heptuplet parce que couplage pour ces deux-ci avec 6 protons, signal sous la forme d'un 6 plus 1, c'est-à-dire d'un heptuplet. Dans le cas de la molécule de butanone, 3 protons couplés avec 2, 2 plus 1, leur signal sera un triplet. 2 protons couplés avec 3, 3 plus 1, un signal sous la forme d'un quadruplet. Enfin, ici, pas de couplage avec d'autres protons, eh bien, le signal apparaîtra sous la forme d'un singulet. Alors vous allez me dire, à partir de quand y a-t-il couplage ou pas couplage? Nous allons le voir un tout petit peu plus loin. Ici, nous avons la molécule de chlorure de tertiobutyle, si vous voulez, qu'on peut aussi appeler le 2-chloro-2-méthylpropane. 3 x 3, 9 protons qui sont tous équivalents, donc un signal sous la forme, donc effectivement, d'un seul signal. Ça n'est pas un multiplet. Et donc, ce que nous venons de voir, en fait, c'est ici, pour simplifier les choses, eh bien, voilà, 2 protons qui seraient complètement insensibles aux protons voisins.
Et donc pour ce proton, nous aurions un premier signal, pour celui-ci que je note HA, un autre. Mais en fait, il y a ce couplage spin-spin. Ce couplage spin-spin va se traduire par ceci, hein, l'influence de Hx et du champ appliqué agissant dans le même sens sur HA. Donc un signal pour un proton qui nous paraîtra donc un peu plus déblindé, ou alors aussi qui nous paraîtra un peu plus blindé. L'influence de Hx et du champ appliqué agissant en opposition sur HA. Et nous aurons la même chose pour l'interaction ou l'action, si vous voulez, de HA sur le proton Hx. Et donc, finalement, nous aurons l'éclatement de chacun des deux signaux de départ sous la forme d'un doublet. L'écart en fréquence ici sera le même que l'écart en fréquence là. L'interaction mutuelle fait que la différence de fréquence que nous avons ici, nous la retrouvons là. Et bien cette différence de fréquence, elle est notée 3JAX. 3JAX. 3JAX est appelée la constante de couplage entre les protons HA et les protons HX. Elle s'exprime, je vous disais donc c'est une différence de fréquence, elle s'exprime en Hertz et vaut vraiment uniquement quelques Hertz. Donc vous voyez, c'est des valeurs de différence de fréquence qui sont vraiment très très faibles, c'est de l'ordre de quelques Hertz. L'exposant ici indique le nombre de liaisons séparant les deux protons couplés. Dans la littérature, nous trouverons des valeurs de constante de couplage qui nous permettront donc de savoir quels sont les protons qui sont en interaction. Alors regardez d'où vient le 3. Le 3 vient de une liaison, deux liaisons, trois liaisons. Au-delà de 3 liaisons, il n'y a pas de couplage. 2 liaisons, il y a des couplages, mais en fait pour nous la plupart du temps, les couplages que nous aurons à examiner seront des couplages 3J, donc avec 3 liaisons séparant les deux protons. Ainsi, par exemple, la constante de couplage entre ce proton et celui-ci, distant de 3 liaisons, eh bien, est de l'ordre de 7 Hz. Vous voyez où est toute la puissance de la spectroscopie de Raman, parce qu'en infrarouge, nous pourrions détecter la présence d'une double liaison, mais sans savoir si l'alcène a la configuration ici Z, 6, ou la configuration E. La puissance de la RMN nous permet de le savoir, parce que la constante de couplage entre ce proton et celui-ci dans l'alcène Z, donc 1, 2, 3 liaisons qui les séparent, 3JHH, eh bien la constante de couplage est de l'ordre de 12 Hz, 10-12 Hz. Vous voyez que 1, 2, 3 liaisons, cette fois-ci, vous avez une constante de couplage qui est beaucoup plus élevée, qui vaut entre 14 et 18 Hz. Donc la présence de ce couplage ou de cette constante de couplage sur un spectre, déduite d'un spectre, vous permettra de dire si l'alcène avait la configuration Z ou si l'alcène avait la configuration E. C'est là l'extrême puissance de la RMN. Je reviens donc une dernière fois sur cette présentation-ci. Donc cette fois-ci, il y a un couplage entre un proton et deux protons HX. Donc couplé avec deux protons, le signal de HA sera un triplet. Couplé avec un proton, le signal de HX sera un doublet. Donc nous retrouvons tout ce que nous venons de voir là avec les petites animations en étudiant le nombre de cas. Donc le nombre d'états correspondant à celui-ci, 3 protons qui sont alignés contre le champ appliqué, eh bien s'il y a un seul état possible, 3 états avec cette configuration, 3 autres états avec cette configuration, et ici un seul état, donc 1, 3, 3, 1. Et en fait, nous allons trouver la forme du signal à l'aigle du triangle de Pascal. Quand vous avez aucun voisin, bien vous aurez un singulet. Quand vous avez un voisin, le signal est un doublet.
quand vous avez deux voisins, le signal, c'est un triplet d'intensité 1, 2, 1 pour les trois signaux du triplet. Quadruplet, vous voyez, on retrouve pour la multiplicité donc, du quadruplet les intensités qui seront celles du triangle de Pascal. Donc le 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3 et 1. Avec un quintuplet, 1, 3 plus 1, 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4, 1 ici, etc., etc. Nous limitons l'étude des spectres qui sont dits pour nous du premier ordre, c'est-à-dire que en fait les constantes de couplage que nous aurions à étudier correspondent à des constantes supérieures à 8 Hz. Nous disons que notre spectre est analysable au premier ordre. Alors que se passe-t-il lorsque vous avez un proton qui est ici couplé à deux autres? Nous savons que le signal, pour un proton, il est couplé avec 2. 2 plus 1, 3. Le signal de ce proton sera un triplet. Mais oui, mais qu'en est-il lorsqu'il est en même temps couplé à un autre proton ici? Si j'envisageais maintenant donc uniquement ce couplage, eh bien nous aurions 1, 2, 3 liaisons et un couplage d'un proton avec un proton. 1 plus 1, le signal sortira sous la forme d'un doublet. Eh bien en fait, lorsque nous aurons un couplage comme ça d'un proton A avec un proton M et puis par exemple deux protons X, eh bien le signal apparaîtra comme étant un doublet de triplet. Ou si vous voulez aussi un triplet de doublet. Quoi qu'il en soit, eh bien imaginons d'abord le couplage avec ce proton HM. Donc HA, son signal sans couplage est attendu ici. Il y a un couplage donc avec un proton, donc le signal va sortir sous la forme d'un doublet. Ok? Et ensuite, eh bien, on envisage le couplage avec un proton puis un autre proton. Le couplage avec un proton puis un autre proton. Que voit-on? Nous voyons apparaître un doublet de triplet. Voici le premier du signal du doublet, le deuxième signal, donc c'est bien un doublet, avec des intensités 1, 2, 1 pour le triplet à l'intérieur. Voilà, je vous laisse quelques instants, mais nous reviendrons plus en détail bien sûr sur tous ces signaux-ci. Celui-ci, nous avons 3 protons mais couplés avec aucun, donc le signal, eh bien, ça sera un singulet. Nous avons ici 3 protons qui sont couplés avec 2. Le signal de ces 3 protons sera un 2 plus 1, un triplet. Et enfin, ces 2 protons sont couplés avec 3 protons équivalents. 3 plus 1, 4. Leur signal est un quadruplet. Il y a parfois des couplages que nous ne percevrons pas. Par exemple, ces 3 protons sont couplés avec ces 2-ci. Donc leur signal sera un 2 plus 1, un triplet. Ok? Voilà. Bien. Ces 2 protons sont couplés avec un proton et avec 3. Avec un proton, nous nous attendons à un doublet. Avec 3 protons, un quadruplet. Mais en fait, là, nous avons ce qu'on appelle un hydrogène mobile ou labile. Ça veut dire en fait que les molécules d'alcool échangent en fait rapidement des protons. Et ces protons peuvent être aussi échangés avec les molécules de solvants. Eh bien, dans ces cas-là, je dirais, il n'y a pas le temps d'avoir un couplage qui puisse s'établir entre ce proton et ces deux-ci. Donc en général, ces protons ici mobiles, ceux des groupes OH, NH ou SH, ne donnent lieu à aucun couplage. Donc, pour ces 2 protons, nous observerons uniquement un couplage avec 3 plus 1. Leur signal sera sous la forme d'un quadruplet. Et puis pour ce proton d'un groupe OH, eh bien, un signal qui sera celui donc d'un signal unique. Il n'y a pas de couplage a priori dans ce cas-là.
Voici par exemple ce que nous observons dans le cas du méthanol. Donc 3 protons mais qui ne sont pas couplés, donc un seul proton. Pardon, un seul signal unique. Et bien sûr un seul signal unique. Regardez, c'est un appareil qui fonctionne à 60 MHz, la température c'est 30 degrés. À moins 45 degrés, eh bien, nous ralentissons énormément l'échange de protons entre deux molécules de méthanol ou une molécule de méthanol et de solvant. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut percevoir un couplage. Donc un couplage d'un proton avec 3 plus 1 quadruplet pour lui. Et le couplage de 3 protons avec 1 plus 1, le doublet attendu. On peut donc ralentir les échanges et observer dans ce cas-là les couplages. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il est possible d'utiliser comme solvant un solvant qui serait l'eau, mais dans laquelle les 2 atomes d'hydrogène sont remplacés par 2 atomes de deutérium. 2 atomes de deutérium qui ne donnent pas lieu à de la spectroscopie de RMN. Et donc, finalement, dans la molécule d'éthanol, dans la plupart des molécules, l'hydrogène natif sera remplacé par un atome de deutérium. Il n'y aura pas de couplage dans ce cas-là, pas de signal visible. C'est la fin de cette séquence, une dernière brève mais très utile séquence dans la lecture des spectres concerne les courbes dites d'intégration rajoutées sur les spectres. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Nous n'en aurons jamais fini.